Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Aujourd'hui, je reçois Chloé pour plonger dans un sujet souvent difficile à évoquer, mais tellement important, la dépression postpartum. Avec beaucoup de courage, Chloé nous partage son vécu, ses doutes et les clés qui l'ont aidée à se relever. Son témoignage est précieux parce qu'en parler peut faire la différence pour d'autres mamans ou papas qui traversent cette épreuve. Bonne écoute! Salut Chloé, je suis ravie de t'accueillir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être là aussi avec toi. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui est encore trop tabou à mon avis, mais plus qu'essentiel, la dépression postpartum. Alors j'ai un peu regardé les statistiques avant notre échange aujourd'hui et j'ai trouvé que c'était entre 10 à 20% des mères qui vivent une dépression postpartum. Et c'est certainement sous-diagnostiqué parce qu'en fait, il y a de nombreuses femmes qui hésitent à en parler pour des raisons de stigmatisation ou d'un manque de reconnaissance des symptômes aussi. Et je pense vraiment que ça montre qu'on est face à un problème de santé qui est relativement fréquent, mais qui reste trop souvent méconnu ou bien mal compris. Donc vraiment, merci Chloé de venir au micro d'Insubmersible aujourd'hui pour nous partager ton expérience et nous aider à mieux comprendre ce qu'est la dépression postpartum. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites? Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans. Je suis maman d'un petit Lucas qui vient tout juste d'avoir 2 ans. Et je suis mariée à Alex. Je le cite parce que je pense que je vais reparler de lui pendant qu'on va discuter. Et je crois que c'est à peu près tout. Quand est-ce que tu as réalisé que tu traversais une dépression postpartum? Alors, c'est arrivé assez rapidement. Parce qu'au début, j'ai quand même reconnu pas mal de signes que j'allais pas bien. C'était pas la première fois parce que j'ai déjà fait un burn-out, donc je sais reconnaître quand ça va pas et quand ça va vraiment pas. Et là, ça allait vraiment pas. Ça commençait à durer. Ça revenait fréquemment. Il y avait même des fois où ça partait pas pendant des heures, des journées entières. Et c'est là où j'ai commencé à moi, en fait, me renseigner sur Internet et à regarder avec les symptômes que j'avais, avec des mots-clés comme postpartum, des choses comme ça, où en fait j'ai compris que ça pouvait être une dépression postpartum. Et c'est là où j'ai commencé, moi, à alerter ma sage-femme et à alerter Alex. Et c'est là où ma sage-femme m'a dit, effectivement, il faut que tu ailles voir un médecin pour être diagnostiqué et pour te faire aider. Et c'est quoi les symptômes du coup que tu as identifiés? Les symptômes, ils peuvent être vraiment très différents d'une femme à une autre. Moi, ça a été beaucoup de crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse vraiment très, 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 très fortes qui, en fait, duraient sur des heures où j'étais tétanisée, où j'avais un espèce de brouillard tout autour de ma tête. J'avais l'impression d'être dans un nuage gris, sombre. J'en sortais pas, en fait. C'était surtout ça. C'était vraiment ces crises d'angoisse à répétition. Je pleurais beaucoup, énormément. Je faisais que pleurer. Et ça a été surtout ça, en fait, les symptômes. Après, j'ai eu aussi des phobies d'impulsion, mais ça, je l'ai su qu'après, en faisant d'autres recherches, moi, de mon côté. Je savais pas encore ce que c'était. Les phobies d'impulsion, en fait, c'est ces espèces d'images qui arrivent d'un coup dans notre tête, où je me voyais, par exemple, dans la voiture, aller dans le fossé directement, où je me voyais jeter mon fils par le balcon. Et c'est des pensées qui font hyper peur. Et ça, en fait, je me suis rendu compte qu'après que c'était un des symptômes de ma dépression postpartum. À partir de quel moment en fait tu as commencé à avoir ces symptômes? Juste après l'accouchement ou c'est venu un peu plus tard? C'est pas venu tout de suite. D'ailleurs, j'étais assez étonnée. Les premiers jours après l'accouchement, j'étais à la clinique et ça se passait super bien. J'avais des fois des petits coups de blues, surtout le soir, en fait, quand la nuit, elle commençait à tomber. Mais ça allait, franchement, ça allait super bien. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée parce que moi qui suis d'une nature anxieuse, je me suis dit, ah bah tiens, est-ce que je vais pas aller bien? Est-ce que je vais avoir le baby blues? Et puis, je voyais que, en fait, bah non. J'étais assez contente. Et en fait, c'est quand je suis rentrée à la maison où là, c'est arrivé. Donc, c'est arrivé à peu près une semaine après la naissance de Lucas. Est-ce que toi tu fais une différence entre le baby blues et la dépression postpartum? Oui, et j'en ai longuement parlé avec ma sage-femme d'ailleurs, parce que je lui ai dit au début, je lui ai dit, bah, je pense que je fais un baby blues. Et elle m'a dit, mais le baby blues, ça dure 4 jours maximum. Elle m'a dit, à partir du moment où tu as des symptômes qui sont vraiment plus forts que juste tu pleures, t'es pas bien, et que ça dure plus de 4-5 jours, elle m'a dit, là, vraiment, on commence à se poser la question d'une dépression postpartum.
Et du coup, c'est quoi l'aide qui est proposée dans ce cas-là? Pour moi, ça a été de voir mon médecin traitant, qui me suit depuis que je suis toute petite et qui me connaît du coup très très bien et qui savait que de toute façon, comme j'étais une grande anxieuse et que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, c'est passé par des anxiolytiques au début et des antidépresseurs aussi. Parce que dans mes phobies d'impulsion, j'ai aussi eu une phobie d'impulsion qui est venue et qui m'a fait très très peur, où je me voyais me jeter sous les roues d'une voiture sur la voie rapide. Et donc pour ça, il a préféré me donner des antidépresseurs. Alors après, j'étais sur des doses vraiment très 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 petites. Et le but, c'était pas que je les prenne pendant très longtemps. C'était surtout que j'arrive, moi, à enlever toute cette angoisse que j'avais pour vraiment me reconcentrer sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, et que je puisse avoir cette béquille qui va m'aider à aller mieux, moi. Après, j'avais la possibilité aussi d'aller voir une psychologue. Je l'ai pas fait au début et au final, j'en ai pas eu besoin. Après, j'avais déjà fait une thérapie. J'ai réussi aussi à identifier très rapidement qu'est-ce qui a fait que j'ai fait cette dépression postpartum. Ah, ça allait être ma prochaine question parce que tu parlais de tes angoisses et du coup, je me suis demandé en fait si tu avais réussi à identifier à quoi étaient liées ces angoisses-là en particulier. Ouais, et j'ai réussi à identifier ça très rapidement parce que j'ai beaucoup repensé à mon burn-out que j'avais fait 2 ans en arrière, je crois, 3 ans. Où en fait, ce qui était revenu beaucoup, c'était mon besoin d'indépendance et de liberté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma personnalité, que j'ai appris en faisant ce burn-out. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir un enfant, eh bien forcément, ça vient jouer sur ton indépendance et ta liberté parce que eh ben, tu as ce tout petit être qui dépend que de toi et qui ne peut rien faire seul, qui ne peut rien faire sans toi. Et finalement, cette relation de codépendance où toi aussi, tu peux rien faire sans lui, il faut que tu sois avec lui tout le temps, ça m'a enlevé en fait toute ma liberté que je pouvais avoir avant. Et pourtant, je l'avais en tête, je savais ce que c'était d'avoir un enfant, j'ai toujours côtoyé des enfants, j'ai travaillé dans la petite enfance, donc je savais très bien ce que c'était un enfant, mais tant qu'on l'a pas vécu, eh ben, on peut pas vraiment savoir à quel point c'est un chamboulement dans notre vie. Et là, ça a été un chamboulement surtout sur ces aspects-là de ma vie qui, pour moi, étaient vraiment très, très, très importants, en fait, pour mon bien-être. Et donc, en fait, j'ai vraiment identifié ça, ce truc de, je peux pas juste prendre mon sac à main et prendre ma voiture et aller boire un verre avec mes copines parce que ça me chante là maintenant. Non, il faut que je m'organise, il faut que je prépare le sac à langer, il faut que je sois sûre que là, il est pas endormi, donc sinon il faut que j'attende qu'il se réveille. Il faut que je sois sûre d'avoir la voiture avec le siège auto, que j'aille dans un endroit qui est quand même adapté au bébé, etc., etc. C'est toute une organisation et donc c'est forcément des sources un peu plus d'angoisse parce qu'il faut que j'organise un peu plus mes sorties, etc., les heures. Et donc c'est toutes ces choses-là où en fait on dit faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Et c'est énorme en fait. Mmh. Ça fait une espèce de charge mentale additionnelle en fait. C'est exactement ça. Et comment du coup, ton mari t'a accompagnée là-dedans? C'était quoi finalement sa place à lui? Comment est-ce qu'il a vécu ça et comment est-ce qu'il a pu t'aider aussi finalement, à rebondir? Alors il a été incroyable parce que déjà il me connaît très bien, qu'il sait comment je fonctionne, il sait qui je suis en fait. Donc il l'a vu direct qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il m'a déjà vu faire des crises d'angoisse, donc il a reconnu les crises d'angoisse tout de suite. On en a beaucoup, beaucoup discuté. Il m'a donné beaucoup de conseils. C'est notamment lui, en fait, qui m'a conseillé de faire du pot à pot, beaucoup de pot à pot avec Lucas. Et c'est vrai qu'on en avait fait beaucoup à la clinique et que j'avais adoré. Et en fait, j'ai fait ça. Je faisais au moins 2 fois du pot à pot avec Lucas dans la journée. Et c'était des moments où j'allais mieux, en fait. C'était vraiment des moments de répit où on était tous les deux et je lui parlais beaucoup aussi, et ça, il me le disait, il me dit, mais verbalise, explique à Lucas, parce que même pour toi aussi, ça va t'aider à comprendre et puis à te persuader finalement que tout va bien. Et ça, je l'ai fait beaucoup. Et après, c'est lui aussi qui m'a dit, faut que tu appelles la sage-femme, faut que tu appelles le médecin. Et il a été vraiment très, très présent et très compréhensif, très bienveillant. Après, c'est quelqu'un aussi qui a travaillé dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, il connaît, il sait ce que c'est la maladie mentale, les maladies qu'on peut avoir comme la dépression. Il sait ce que c'est, donc c'est pas quelqu'un qui va juste dire « Ah bah tu vas pas bien, et ben c'est bon, ça va passer et puis tu iras mieux demain. » quoi. Et je pense que si j'avais été avec une personne comme ça,
je pense que j'aurais pas réussi à aller mieux aussi rapidement. Il m'a vraiment été d'un soutien sans faille. Et pourtant, lui aussi, il a traversé une période qui était pas facile parce que Lucas est né le 18 octobre et le 7 novembre, sa grand-mère est décédée. Donc, elle était à l'hôpital déjà depuis quelques jours. Et donc, lui, en fait, il traversait un deuil, plus la dépression de sa femme, plus la naissance de son bébé. Et pour lui, c'était vraiment un chamboulement énorme. Et il a réussi à être mon pilier pour que justement j'aille mieux parce qu'il savait que, en fait, si lui, il lâchait, on lâchait tous les deux et c'était fini, quoi. C'est waouh. J'avoue, j'ai de la chance. Ouais, mais vous avez de la chance tous les deux finalement parce que vous vous êtes bien trouvés et que tu dois lui apporter aussi énormément. Mais c'est waouh d'arriver aussi à s'en sortir comme ça à deux parce que finalement quand on crée cette famille-là, voilà, on n'est pas solo dans l'aventure. Il se peut que oui, mais là en tout cas c'était pas ton cas. Se sortir aussi de ce moment difficile, vous avez réussi à le faire à deux, donc c'est bluffant. Et je me demandais comment est-ce que tu as réussi à concilier ta propre guérison, finalement, avec tes responsabilités de maman? Comment on gère à ce moment-là? Alors, je sais que c'est très différent, ça aussi, selon les femmes, parce que je connais une amie qui, elle, par contre, n'a pas réussi à gérer et la dépression et à s'occuper de son enfant et qui a dû être hospitalisée dans un hôpital mère-enfant. Moi, ça a été un peu robotique et en même temps très apaisant de m'occuper de Lucas. C'était vraiment ma mission. Donc, même si j'allais pas bien, même si je faisais mes crises d'angoisse, c'était Lucas avant tout. Fallait qu'il soit propre, fallait qu'il soit nourri, fallait qu'il soit bien, fallait qu'il dorme bien. Et donc, en fait, je me concentrais tellement sur ça que je voulais vraiment que ma dépression n'ait aucun impact sur lui. Et ça me restait à chaque fois dans ma tête. Je me souviens, je me le répétais. Je me disais, mais imagine, il a des séquelles par rapport à ça. Imagine, ça lui déclenche des traumas pour après, parce qu'en fait, j'ai fait cette dépression. Et donc, je voulais tellement pas que ça arrive que je voulais que lui soit le mieux possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'étais avec lui, j'essayais de pas pleurer. Et si je pleurais, en fait, juste je le posais, j'allais pleurer ailleurs. Et quand je l'avais avec moi, je verbalisais. Je lui disais, maman, elle va pas bien, mais c'est pas ta faute. Toi, tu es là, tu es merveilleux et je t'aime très fort. Et j'essayais vraiment de lui répéter ces mots parce que je me suis dit, si je lui répète ces mots, il aura pas ce trauma. Il va garder en tête que juste sa maman l'aime et que avec lui, ça se passait bien. Et ça, c'était vraiment quelque chose, j'étais un peu obsessionnelle là-dessus. Mais je pense que ça a marché parce que du coup, pour l'instant, il va bien. Il est très attaché à moi, donc je me dis que ça a bien fonctionné. Oui, ça a peut-être permis que vous développiez aussi un lien vraiment très fort et très particulier. Et du coup, au final, tu as réussi à rebondir de cette phase compliquée en combien de temps? Ma dépression a duré jusqu'à la fin du mois de décembre, début janvier, je dirais. C'est pas redescendu d'un coup, mais c'est descendu vraiment progressivement, petit à petit. J'avais les symptômes qui partaient au fur et à mesure. Vraiment, le pic, ça a été fin octobre, début novembre. Et en fait, après, moi, j'ai mis aussi en place des mécanismes pour m'aider à faire face à ces symptômes et pour justement aller mieux. Et par exemple, je savais que rester à la maison, ça m'angoissait beaucoup, d'être seule. Donc j'avais la chance à ce moment-là d'avoir ma maman qui était à la maison. Donc j'allais chez elle. Je passais des journées entières chez ma maman et c'était incroyable parce que ça me faisait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui s'occupait de moi aussi. Donc moi je m'occupais de Lucas et ma maman elle s'occupait de moi et c'était génial. J'avais aussi ma tante qui était là à ce moment-là, ma grand-mère aussi qui habitait pas très très loin et avec qui je passais des journées entières. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on en a reparlé la dernière fois. Et à cette époque-là, elle habitait dans un petit appartement au rez-de-chaussée, très très sombre. Le chauffage marchait pas. Des fois, il y avait plus d'eau chaude. Et elle a un très mauvais souvenir de cet appartement. Elle le déteste. Et moi, cet appartement, c'est vraiment mon sanctuaire. J'ai un souvenir magique de cet appartement, comme si c'était vraiment l'endroit où je me sentais le mieux. Et donc, en fait, au fur et à mesure, après, en plus, avec Noël, moi, j'adore Noël. Donc, faire mon premier Noël avec mon fils, entouré de notre famille, ça a été un super moment. Ça a vraiment pas été un moment où j'ai eu des angoisses. Et au début du mois de janvier, on est parti en vacances à la montagne avec mes beaux-parents et ma belle-sœur et son mari. Et ça a été génial d'être entouré de gens qui nous aiment et de voir autre chose et de sortir de notre routine du quotidien aussi. Ça m'a fait énormément de bien. Et la semaine d'après, j'ai repris le travail. Et ça a été une bouffée d'air parce que j'aime mon fils, mais vraiment à la folie. Je pourrais mourir pour lui.
Mais qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre une vie normale, une vie de femme, de parler avec des adultes, d'avoir un but dans sa journée, d'avoir des missions et des objectifs. Et surtout, d'avoir une petite séparation qui fait que quand on le retrouve à la fin de la journée, et j'étais trop contente de le retrouver, et j'étais trop contente de passer des moments avec lui à la fin de la journée. Et c'est là où vraiment ça a été la fin de ma dépression. Mmh. C'est vrai que c'est dur en fait, ces moments-là où finalement, un peu du jour au lendemain, tu te retrouves dans une routine très différente, où du coup, bah, tu as plus, ces échanges, sociaux qui te nourrissent avec d'autres adultes, dans une dynamique complètement, différente, même si c'est très cool d'être avec son bébé, mais ça change tout en fait. Quand c'est pas ça vraiment qui t'alimente et ce que tu recherches, moi aussi j'avais trouvé ça terriblement difficile. Je m'étais arrêtée 6 mois pour mon fils il y a 5 ans en arrière. J'ai aimé, mais j'étais tellement contente de revenir au travail. J'aurais pas pu faire, un jour de plus, je pense. Mais c'est fou parce qu'en plus, je me revois partir en congé maternité et dire je sais pas si je vais pouvoir revenir, je sais pas si je vais pas prendre un congé parental. En plus, j'ai pris un congé parental parce que je suis revenue que 4 jours par semaine les 6 premiers mois, mais par obligation. Et moi, je disais, mais je vais jamais réussir à le laisser, je vais jamais réussir à revenir. Et en fait, comme quoi, vraiment, la maternité, on peut s'en faire une idée, on peut s'imaginer, on peut essayer vraiment de se dire, bah, ça va se passer comme ça et je vais faire ci et je vais faire ça. Et en fait, une fois que ça arrive, c'est pas du tout la même chose. Et puis moi, j'ai toujours eu cette envie profonde d'être mère. C'était ma destinée, c'était mon objectif de vie. C'était vraiment devenu viscéral en plus d'avoir un enfant pour moi. Et quand il a été là et que ça a chamboulé ma vie, je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, t'aurais pas dû. C'était pas ça que tu voulais en fait. Et ça te correspond pas. Et en fait, je suis pas faite pour être mère. Et j'ai eu vraiment ces moments de doute et presque de regret qui finalement sont passés. Mais j'ai vraiment eu ces moments où je me suis dit, oh là là, mais j'aurais jamais dû faire ça. Et en fait, maintenant que Lucas est plus grand, maintenant qu'il parle, qu'on joue, qu'on partage plein de moments, je me dis, en fait, je le referai. Je le referai 10 fois, je le referai 100 fois, juste pour ces moments-là avec lui, pour l'avoir lui, pas un autre. Mais pour lui, oui, je repasserai par la dépression, par toutes ces choses qui ont été vraiment très difficiles à vivre, mais pour lui, je le referai. C'est très beau comme, message d'amour. Quand il t'écoutera un peu plus tard, je pense que ça le touchera au cœur. Ce que je voulais te demander aussi, c'est que en termes d'aide, donc tu as eu ton entourage finalement qui était très proche de toi. Tu as eu aussi, des professionnels de santé. Tu as pas mal parlé, de ta sage-femme, notamment. Est-ce que tu as, eu aussi recours à des professionnels de santé, un peu moins, classiques? J'y ai pensé parce qu'en plus, ma mère est sophrologue et elle fait aussi de la sonothérapie. On a toujours été très ouverts à aller voir des professionnels de médecine alternative. J'y avais pensé, mais comme la solution que m'avait trouvée le médecin a fonctionné et qu'en plus ça a été très efficace très rapidement, j'en ai pas eu besoin. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, alors c'est pas des professionnels et c'est pas de la médecine, mais c'est TikTok. D'accord, c'est intéressant ça. Et alors TikTok peut être très nocif pour la santé mentale, mais également peut être d'une grande aide quand on se sent très seul dans une situation. Et là, ça a été mon cas. Je me sentais très seule parce que je connaissais personne autour de moi qui avait fait une dépression postpartum et j'avais personne qui me comprenait vraiment, avec qui je pouvais en parler. Et en fait, j'ai trouvé plein de mamans qui en parlaient sur TikTok, surtout des américaines, parce qu'en fait, là-bas, c'est hyper démocratisé d'en parler. Et c'est vraiment un sujet qui est au cœur de la maternité, je trouve, là-bas. Et j'ai trouvé plein de mamans qui ont témoigné et qui disaient, et c'est un truc qui est revenu beaucoup, tout passe. Et en fait, t'as l'impression aujourd'hui que c'est la fin du monde et qu'en fait, tu vas plus jamais dormir et que tu vas plus jamais pouvoir sortir. Et elle disait, bah, en fait, tout passe. Et c'est vrai, tout passe, en Mmh. fait. Quand tu es dans le tunnel, en fait, c'est hyper difficile de voir le bout, mais effectivement, il y a toujours, un bout, au tunnel. Par contre, voilà, parfois le chemin prend, plus ou moins de temps et c'est cette phase-là, en fait, qui est compliquée. Mais c'est vrai que c'est un joli message et quand on est dans le dur, se rappeler de ça, ça donne aussi une autre, lueur d'espoir, je pense. Franchement, ça m'a vraiment aidée parce que je me souviens, il y avait des moments où il se réveillait la nuit, il voulait pas se rendormir et dans ma tête, j'étais là, tout passe, tout passe, tout passe.
Et j'y repensais la semaine d'après, où il faisait une super nuit, où il dormait, il se réveillait même tard. Et je me disais, ah bah oui, tout passe, c'est vrai. Je crois que c'est un peu cette espèce de mojo de la maternité, c'est tout passe. Et rien n'est linéaire, surtout. J'adore. Quand je serai dans le dur, là, dans quelques mois après avoir accouché de mon deuxième, je vais essayer de me rappeler de ça. Tout passe, tout passe. Oui. J'adore. Chloé, on arrive quasiment à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu l'occasion de partager et qui te semblent super importantes voilà, de partager là pour nos auditrices et nos auditeurs? Je dirais que le plus important, c'est de ne pas rester seul dans ce qu'on ressent, c'est d'en parler. Alors, si on peut pas en parler à sa famille, c'est d'en parler à sa sage-femme, à son gynéco, à un professionnel, à des amis. Mais il faut surtout pas rester seul et il faut surtout pas penser qu'on est seul à vivre ça parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas parce que personne n'en parle que ça arrive pas. Et le plus important, c'est vraiment d'en parler. Et c'est pour ça aussi que je voulais t'en parler dans ton podcast parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Quand je suis revenue au travail, je pense que j'ai un peu choqué les gens d'ailleurs parce que j'en parlais vraiment très, très ouvertement. Mais je trouve ça hyper important parce que j'avais au travail des femmes qui étaient enceintes. J'avais autour de moi des femmes qui voulaient être enceintes et qui voulaient être maman et des potentiels futurs papas également. Et je me suis dit, mais si moi je leur dis et que ça arrive à eux ou à quelqu'un de leur entourage, eh ben ils vont peut-être repenser à ce que je leur ai dit et ils vont se dire, attends, mais ça ressemble à ce qu'elle m'avait dit, Chloé. Peut-être que c'est ça, mais peut-être que ça le sera pas. Peut-être que ce sera juste un baby blues. Mais au moins ils auront cette espèce de conscience de se dire, c'est peut-être ça. C'est peut-être la dépression postpartum. Et donc, faut vraiment pas rester seul. Faut surtout en parler. Faut se faire accompagner parce qu'on peut pas s'en sortir seul. Et même si on pense qu'on s'en sort seul, en fait, ça peut toujours revenir. C'est un peu les deux messages. C'est vraiment d'en parler et de pas rester seul et de pas hésiter aussi à faire attention aux gens autour de nous, surtout aux nouvelles mamans et de prendre de leurs nouvelles. Ça, c'est un truc que je fais maintenant avec mes copines quand elles viennent d'accoucher. Et je leur demande droit dans les yeux, est-ce que ça va ? Comment tu te sens ? Au lieu de demander comment va le bébé. Et c'est un truc que j'ai gardé, je pense, de ce que j'ai vécu moi. Ça, c'est très juste aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup écho chez moi et j'ai appris ça d'expérience passée, en fait, de se dire, bah, finalement, en fait, t'as le bébé qui est là. Donc, tous les regards, finalement, sont tournés vers lui. C'est très chouette. Mais il y a la maman, en fait. Et la maman, elle a aussi besoin de tout cet amour. Elle a besoin d'aide. Et c'est hyper important. Et j'avais lu ça, alors je sais plus dans quel magazine, mais où il disait, en fait, finalement, quand la maman accouche, on fait que des cadeaux au bébé, mais pensez à faire un cadeau à la maman. Moi, j'ai une copine, pour les 1 an de son fils, elle s'est aussi fait une fête pour elle. C'est trop bien. Et donc, elle a eu aussi des cadeaux. Elle a dit, bah attends, moi, je suis devenue maman il y a 1 an. Lui, il est né. Et ben, c'est notre anniversaire à tous les deux. Et j'ai trouvé ça génial. Son premier anniversaire de maman, en fait. Ah, et j'ai c'est trouvé trop ça cool. trop cool. Ah, j'adore le concept. Après, on se parle pas forcément de gros cadeaux, mais juste une petite attention, ça fait toujours du bien. Petite boîte de chocolat. Exactement. Et j'adore quand tu dis finalement, gardez vraiment la maman dans les yeux en lui demandant est-ce que ça va? Un vrai ça va. Et rien que ça, en fait, ça change tout et ça va libérer possiblement la parole. C'est ça, exactement. Eh ben super, un grand merci Chloé. Franchement, ton expérience est très touchante et très inspirante aussi. La façon avec laquelle tu as réussi à rebondir, à te sortir de cette phase difficile. Franchement, un grand merci pour avoir partagé tout ça. Et j'espère que voilà, ça permettra aussi à d'autres femmes de libérer un petit peu la parole là-dessus, de se sentir moins seule et moins coupable aussi, parce qu'il y a cette part de culpabilité qu'on porte souvent trop seule sur nos épaules. Merci beaucoup. Un grand merci, à très bientôt. Un immense merci à Chloé pour son témoignage sincère et émouvant. J'espère que cet épisode aidera celles et ceux qui traversent cette épreuve à se sentir moins seuls et à trouver des solutions. Si cet échange vous a touché, pensez à le partager autour de vous. Cela pourrait faire la différence pour une maman ou un papa en quête de soutien. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Insubmersible. À très vite!